qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est le trouble que je ressens depuis de très très nombreuses années, où la question de l'identité est de nouveau posée, pour stigmatiser l'autre, à supposer qu'il soit différent. Et donc j'ai éprouvé le besoin de l'écrire, et pour dire aussi à quel point j'ai été confronté moi-même à ce trouble dans l'exercice de mon métier. Et à partir du moment où j'ai plus d'émission, je l'ai écrit en homme libre, et voilà pourquoi je l'ai fait. Aïe, 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 j'en ai tellement. Oh, il y a plusieurs souvenirs. Dans le journalisme strictement politique, c'est évidemment l'interview de François Mitterrand en 88, quand il annonce sa candidature. C'est un moment extrêmement fort. Ce sont les soirées électorales, bien sûr. C'est regardez simplement Nicolas Sarkozy se comporter, je ne sais plus s'il est politique ou rockstar. Pour un journaliste, c'est toujours croustillant. Donc voilà, mais je pourrais égrener comme ça de très nombreux souvenirs. Question compliquée. D'abord, je vous répondrai. Le traitement médiatique, on ne peut pas le globaliser. Ça dépend de quel journal, évidemment, vous parlez. Il y a un traitement médiatique extrêmement sérieux. Je pense aux journaux de presse écrite comme Le Monde, comme Le Figaro, comme Libé, comme Les Échos. Il y a, ou les hebdos. Il y a un traitement, alors pour parler d'une façon très rapide et très contemporaine, moins sérieux, on va dire plus people. Et où on voit que des journaux qui jusqu'à présent, des journaux people, qui s'intéressaient uniquement aux vedettes de cinéma, de la chanson, etc., on voit bien que Georges Clauser s'intéresse de plus en plus à la vie privée des hommes politiques. Et là, du coup, pour répondre précisément à votre question, cette intrusion dans la vie privée des hommes politiques, quand je dis vie privée, vie amoureuse, vie sentimentale, vie presque intime, a pris une telle place que des journaux dits sérieux se croient aujourd'hui obligés d'en parler. Et donc, on assiste actuellement à une confusion des genres, où l'on voit des journaux très sérieux traiter aussi bien du taux de croissance que du dernier livre de Valérie Thé. Et là, se pose une question du rapport aux politiques. Et il faut faire attention parce que du coup, la démocratie peut être complètement dévoyée. Si on devait sortir du champ strictement économique, politico-social, donc du débat d'idées, pour entrer dans les chambres à coucher, moi, je ne sais pas si c'est une bonne évolution. C'est tout simple. Un bon journaliste, c'est celui qui regarde le monde tel qu'il est, qui le décrit tel qu'il est, qui tente, évidemment, je suppose qu'il le fait avec rigueur et honnêteté. Voilà. De toute façon, ça c'est le b.a.-ba. Qui tente d'abord de comprendre le monde tel qu'il est, et qui va donner à comprendre. Autrement dit, à mes yeux, mais j'ai l'impression que je ne suis pas sûr que cette façon d'exercer le métier est partagée par tous, qu'à mes yeux, il y a de toute façon deux démarches dans l'exercice du métier. Il y a une première démarche qui donne simplement à voir et à rapporter, c'est normal, ça c'est le b.a.-ba de notre métier, mais il y a une démarche aussi pédagogique, qui consiste à tenter de comprendre et d'expliquer, autrement dit de mettre l'événement en perspective, et de le replacer dans un contexte, et d'avoir un peu de mémoire, et de tirer les enseignements aussi du passé. Voilà. Pour moi, un bon journaliste aujourd'hui, c'est un journaliste, surtout dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, qui est un monde en profonde mutation, en mutation rapide. Alors vous êtes jeune, vous le savez, et donc en mutation même parfois un peu violente. Et on ne peut pas se contenter simplement d'observer, de dire tiens, l'armoire est grise. Non, pourquoi l'est-elle? Et pourquoi elle n'est pas blanche? Donc je pense que le pourquoi doit toujours être présent dans la façon de voir les choses. C'est très compliqué. Je préfère poser des questions. Je préfère poser des questions et prendre la parole, c'est s'exposer. Et c'est vrai que ça m'a coûté parce que j'ai passé ma vie à poser des questions et à attendre des réponses. Aujourd'hui, c'est moi qui en pose à mon tour, mais je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Oui, oui, parce que
Dans le livre que je viens d'écrire, j'oppose les années douleur, l'enfance en Algérie, la guerre, l'antisémitisme, voilà, et aux années bonheur, l'adolescence à Villeurbanne et à Lyon, où là, alors l'école n'était pas mixte, hein, donc je vais parler que des copains, pardon, c'est pas sexiste, hein, mais moi qui venais d'Algérie, je me retrouvais, et d'ailleurs on se voit chaque année à Lyon, et je me retrouvais avec évidemment des Lyonnais, évidemment des Villeurbanais, de souche, hein, nés à Lyon et à Villeurbanne, mais aussi avec des enfants d'immigrés portugais, espagnols, italiens. Et moi j'avais fui la guerre, ils avaient fui la crise économique, ils venaient chercher un travail. Et là, Lyon, donc la France, Villeurbanne, donc la France, a représenté un formidable creuset. Aux États-Unis, on dit melting pot. Un formidable creuset où se retrouvaient des enfants venant de tout pays, de toutes origines. On se posait, croyez-moi, pas du tout la question de savoir qui était chrétien, qui était musulman, qui était juif. Pas du tout, mais pas du tout. Et là, la République, de ce point de vue, la République française, à qui moi je dois tout, l'école de la République, etc., a constitué ce creuset dont je parle et a fait de tous ces enfants des enfants de la République voilà, française. Et c'est pour ça que je dis un des bonheurs, et malheureusement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est que j'estime qu'on a régressé, et la situation d'aujourd'hui me renvoie à mon enfance et pas du tout à mon adolescence, et je voudrais tant retrouver un peu de cette adolescence perdue.